Et donc je salue bien entendu mon invité de ce matin, pris au piège de Madame Hidalgo. Voilà. Oh, je dirais Pécresse. Ah, Pécresse, là c'est le doublé, c'est Pécresse Hidalgo. Pécresse, et vraiment, la première fois que j'ai été invité à l'antenne, j'avais décidé de prendre un Uber. Et malheureusement, ben, c'est le piège dans la circulation. Là, bon, la troisième fois, ça s'est bien passé. On était à l'heure avec Alexandre Moussy. Là, cette fois-ci, c'est une horreur. Arrêt Il faut partir sur à 6h arrêt. du matin Ah non, non, pour mais venir. clairement, on peut plus dormir. On peut plus dormir. On paye déjà, on va payer 90 balles un pass Navigo qui va sur un transport en commun qui est inefficace. Et avec ça, ben, on cumule des retards, on cumule que des problèmes et le Alors, stress qui va avec. Tariq Sassi, vous le connaissez, il est fondateur de collectif Anti-Crack. Et aujourd'hui, on va avoir un sujet quand même qui est, je ne vais pas dire original, mais qui a le mérite d'exister. C'est celui de la remigration. J'irai pas en immigration. Comment on pourrait appeler ça? Bah, nous, en arabe, on appelle ça la hijra. Après, moi, je pense que on n'est jamais vraiment parti de chez nous. Moi, pour ma part, j'ai mes marques. Mon père est enterré là-bas, mon petit frère est enterré là-bas. Je Où ça serai là-bas, alors, déjà, en pour que les Tunisie. gens comprennent. Voilà, en Tunisie. Je Et en s- fait, ce que toi tu veux, c'est dire, voilà, en France républicaine, laïque, etc., nous n'avons pas notre place. Ah oui. Et nous devons donc du coup partir. Moi, pour moi, il y avait un dernier espace où on arrivait à évoluer, c'était Paris. Aujourd'hui, même Paris aujourd'hui devient quelque chose où on a deux extrêmes qui s'affrontent sans apporter de solution. Et avec le temps, je trouve qu'on perd notre humanité, qu'on en est aujourd'hui au Sénat à décider si des enfants de 16 ans vont faire le ramadan ou non. Ça veut dire que aujourd'hui, on attaque cette religion. Demain, qu'est-ce qu'on attaquera? Parce que les établissements musulmans sont attaqués, mais les établissements chrétiens et catholiques sont aussi attaqués. Et cette laïcité agressive, dont, si tu me permets, les médias Bolloré s'en servent à bon escient quand ça va dans leur sens, fait que aujourd'hui, on est en train de créer des tensions et des impossibilités aussi de vivre. Et quand on voit aussi les conditions économiques, les conditions de vie, depuis nos premiers interviews, je l'ai toujours dit, la France va aller vers quelque chose qui sera réservé aux ultra riches et les pauvres. Bah, les pauvres et la classe moyenne, déjà, elle va disparaître, elle va devenir pauvre, et on le Et voit alors du aujourd'hui. coup, il faut partir dans son pays repartir dans son pays d'origine. Déjà pour ceux qui peuvent repartir dans leur pays d'origine, ensuite le monde est vaste, le monde est grand. Je pense que on est arrivé à un stade en France où des Français eux-mêmes, on a un chiffre quand même de 2,4 millions de Français qui a été annoncé, qui ont quitté le territoire. Des Français qu'on appelle expatriés, mais en réalité, ce sont des immigrés. Et la réalité, c'est que on est dans une société où les libertés vont s'effacer de plus en plus. La capacité de vivre dans une famille stable, peu importe les religions, moi j'ai connu toutes les obédiences. Dans notre vie, sur la Côte d'Azur, ça a été des Italiens catholiques qui nous ont aidés, moi et ma mère, qui l'ont aidé même sur beaucoup de choses. Ça a été des Juifs qui ont aidé ma mère à un moment donné aussi quand elle s'est retrouvée dans des gros problèmes. Et on avait, malgré nos différences religieuses, on avait cette base de valeurs de famille, d'entraide et d'humanité qu'on est en train de perdre au fur et à mesure. Et je retiens quelque chose qui est passé dans l'émission de GPTV avec notre ami Patrick Pazin, qui avait dit qu'on va de plus en plus vers un modèle protestant anglo-saxon, tout en essayant de conserver en fait les acquis de la Révolution française, qui ont toujours fait la guerre en soi aux religions et aux valeurs de famille et au socle en fait qui faisait la stabilité d'une famille. Mais ça, ce discours qui dit voilà, je suis un jeune né en France, d'origine, je sais pas moi, maghrébine, et je vais retourner vivre.
je vais, non, pas retourner, je vais aller vivre au Maghreb plutôt que rester en France. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est majoritaire ou est-ce que de plus en plus de jeunes se disent ça? Alors, faut être réaliste. On a une extrême droite et une droite qui fait toujours son boulot et ne vise qu'une seule communauté. Et ça les amène à croire à la France insoumise, au Parti socialiste, qui les conduit justement à croire que ce vote utile va les sauver. Alors qu'en réalité, et on le voit en plus dans les votes qui sont faits en ce moment dans l'Union européenne, c'est l'ingérence qu'il y a eu récemment sur la politique tunisienne avec les députés européens. On est dans une forme de néocolonialisme, même si on va prendre des gens issus de l'immigration. Il y a un mot d'ordre dans la France insoumise, il y a un mot d'ordre dans la gauche, il y a un mot d'ordre en quelque sorte aussi dans la conduite que doit avoir l'État, même si, je le dis qu'il y a aujourd'hui des gens de la France insoumise qui sont beaucoup plus impliqués, beaucoup plus sur le terrain que tous les élus qu'on a connus de droite, qui étaient avant sur le terrain et qui ont disparu au fur et à mesure pour faire uniquement que de la copie de ce que fait Zemmour. Mais c'est vrai que moi j'ai connu des élus de la droite, par exemple l'ancien maire d'Aulnay-sous-Bois, Monsieur Abriou. T'as connu ça, Monsieur Abriou? Oui, oui, oui. Un ancien, enfin il est mort depuis, Monsieur Gaudron, Claude Pernès, Claude Pernès, à Rosny-sous-Bois, Claude Capillon. Claude Capillon aussi, qui étaient des élus de droite, qui en plus ils géraient bien leur ville. Ils géraient bien leur Et ville. aujourd'hui même la droite. Enfin, la droite LR, après je sais pas ce qu'il en est sur la droite RN, ça j'en sais rien, mais en tout cas la droite LR gère aussi mal leur ville que Anne Hidalgo, pour le coup. Oui, oui, mais en fait, on revient à ce que j'ai toujours dit. On a une aspérité de vouloir avoir des enfants, d'avoir une vie de famille. Et malheureusement, avec le cadre qu'on a, on a peur de se lancer parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend aujourd'hui. Aussi bien avec les législations, comment aujourd'hui on laisse l'ASE s'impliquer dans les vies de famille pour rien, parce qu'on a une institutrice qui a dit oui, il n'a pas fait ça, ou je sais pas quoi, donc un signalement, et pour avoir le rendement, bah, ça va très très vite pour l'ASE. Et de l'autre côté, je veux dire, il n'y a rien qui nous rassure, que ce soit en point de vue mais cette avenir. envie de quitter la France, c'est quoi? C'est parce que c'est News, Zemmour, etc. Ah non. Ou est-ce que c'est parce que... trois choses. Première chose, voilà. Est-ce que c'est pour un retour aux origines? Ou troisième chose, est-ce que beaucoup de gens commencent à voir que dorénavant en France, eh bien, on ne gagne plus sa vie? Alors, on a eu des correspondances quand j'étais en Tunisie. J'ai montré ce qui se construisait. Oui. J'ai montré aussi les personnes qui étaient installées en Tunisie. Il n'y avait pas que des Tunisiens. Il y a des Belges, il y a des Anglais, il y a des Écossais. On a des gens aujourd'hui qui se disent « J'ai un cadre idéal, j'ai un bord de mer, j'ai du poisson frais à 20 mètres de chez moi. Pourquoi je vais continuer à m'emmerder dans un pays où je vais être esclave de mon loyer, je ne vais pas pouvoir vivre, je vais être ennuyé ?» Moi, en fait, ça n'a jamais été un retour. Ça a toujours été un lien en continu. Mais on va dire que les conjonctures économiques, les problèmes faisaient que j'y allais moins souvent. Mais concrètement, on va être amené de plus en plus. Et je pense que, on va dire que l'exaspération de ce côté Bolloré et puis de Zemmour qui parle pour rien dire, sans apporter de solution ou même avoir un dialogue construit, on va dire que ça a polarisé et que de toute façon, avec la conjoncture qu'on a, avec aujourd'hui la chute des commerces, les sujets qu'on a vus avec GPTV qui sont excellents, et puis il y a eu d'autres influenceurs qui montrent ça, c'est tous ces magasins qui faisaient travailler des milliers de personnes, parce que la France, c'est avant tout l'artisanat, c'est le commerce, au-delà des grosses industries. Ça faisait vivre, c'est les petites entreprises qui faisaient vivre l'économie, qui faisaient vivre les villes. On est en train de tuer ça. On est en train de tuer le BTP. Le BTP est mort en France. Aujourd'hui, ce sont des grands groupes comme Eiffage, comme Vinci, qui sont aujourd'hui en plus présents en Afrique et qui sabotent eux-mêmes aujourd'hui le développement de projets, aussi bien comme Bolloré.
et j'assume entièrement ce que je dis, qui font que ces pays-là vont se casser la gueule au niveau de leur économie et on va créer, en quelque sorte, les conditions pour plus d'immigration clandestine. Il faut se rappeler aussi que Nicolas Sarkozy Ça veut dire quoi? n'a rien arrangé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en France, il y aura des Français d'origine immigrée qui vont quitter la France et qui seront remplacés par des clandestins? Bah, on l'a déjà, ça. On a déjà. Je veux dire, français, c'est une citoyenneté avant tout. Après, le problème, c'est qu'il y aura toujours un plafond de verre dans ce qu'ils vont faire, dans les ministères. Et on n'a pas besoin d'attendre des gens de droite parce que très souvent, genre, on peut voir qu'il y a des premiers adjoints, il y a des gens qui sont montés avec la droite, que la gauche, qui se dit justement universaliste, bah, elle a gardé les codes de l'indigénat, les codes de Jules Ferry. Alors que la droite, très souvent, bah, on va trouver des gens qui sont fiers de leurs origines, qui sont fiers de leur nom et prénom, qui conservent leur binationalité et qui vont évoluer en France et ça va bien se passer. Même si aujourd'hui, c'est vrai que ça se perd parce que moi, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, quand on était adolescent, il y avait un vrai différentiel. Je parle parmi les élus, hein, entre droite et gauche. Il y avait un vrai différentiel que je remarque de moins en moins. Même dans les... je connais bien la collectivité locale. J'étais 6 ans au Sénat, donc la collectivité locale, je connais très très bien. Et surtout celle de Seine-Saint-Denis. Je connais très très bien. Et j'ai remarqué en côtoyant ce monde qu'en fin de compte, il n'y avait plus de différence entre droite et gauche. Il n'y a pas de différence entre Jean-Christophe Lagarde et je sais pas moi, et Gilles Poux, le maire de la Courneuve. Voilà, donc vraiment véridique, hein. Il n'y avait pas de différence entre Éric Raoult, ancien maire du Raincy, et je sais pas moi, Marie-Georges Buffet qui était à Blanc-Ménil. Ah non, il y en a plus. Genre là même, on va aller plus loin. Il n'y a pas de différence entre Sébastien Chenu et adepte de chemsex, il l'a dit lui-même cette semaine. Oui. Adepte de chemsex, ah oui. Sébastien Chenu du Rassemblement National. D'ailleurs, j'ai lu un article. Alors là, bon, excusez-moi, je vais encore monter dans mes tours. Où article, je sais plus, je crois que c'est Charlie. Non, pardon, Canard enchaîné, je crois. C'est 40% des députés Rassemblement National. 40% des députés Rassemblement National sont ouvertement homosexuels. Oui. Bon, on est en train de se tromper. Je pense que derrière ça va couper. Non, on est en train de se le dire quand même. Mais oui, on est là en fait, on nous parle constamment de lobby LGBT et aussi voilà, faut faire grandir ces enfants là-dedans. Il faut faire grandir aussi. On en a parlé de l'aspect pasolinien par rapport à Salo et les 120 jours de Sodome pour ceux qui connaissent ce film. Et je l'ai tristement connu malheureusement. On est dans une ambiance pasolinienne où les Jeux Olympiques qui auraient été censés célébrer le sport et le talent, célébrer Satan. La débauche, à célébrer Satan, à les célébrer Philippe Catherine qui collectionne ses excréments, à célébrer ce qu'on célèbre à Pigalle. Et nous, en fait, on nous demande de s'intégrer à ce modèle républicain. On nous demande, à nous, de lâcher notre sacré. Alors que, avant, en France, on avait le respect du sacré qu'on voyait, parce que de l'autre côté, il y avait un sacré, on avait le nôtre, et on se respectait. Aujourd'hui, la France a perdu son sacré. Aujourd'hui, la France fait la guerre au voile, alors que on oublie que dans les années 80 et 90, il y avait encore des femmes qui sortaient de l'église et qui étaient pratiquantes et qui portaient un voile. C'était pas le voile musulman, mais elles portaient un voile. Il y avait une pratique religieuse, il y avait quelque chose en fait qu'on gardait dans le fondamentalisme et on avait gardé ça malgré mai 68. Mais malheureusement, avec le temps, avec les médias, avec ce modernisme qu'on nous a amené au fur et à mesure, dont Canal+ aussi et M6 ont été des grands propagandistes, on voit aujourd'hui le résultat de ce qu'on a. On a des mamans solo, on a des enfants qui grandissent sans père, sans repère, sans rien, et on s'étonne aujourd'hui que ces enfants sont des bombes dans la société. Faut dire les choses clairement. La République est une saloperie. Et la République doit s'achever. Jamais une République n'a dépassé, en tout cas en France, 70 ans. Elle en a 67.
Je souhaite que d'ici 3 ans, elle ne soit plus. Mais moi, tu sais, j'ai beaucoup parlé avec des types à la Messia et compagnie, et je leur pose la question, qu'est-ce que c'est pour toi la fameuse assimilation républicaine? Alors déjà, il y a toujours l'impôt chez eux. Ils disent deux choses, vive à la française et les impôts. Alors je sais pas, il y a un amour de l'impôt en République, c'est hallucinant. Voilà, faut être assimilé, il faut payer ses impôts, c'est extraordinaire. Et vive à la française aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Moi, je vais te dire une chose, pour moi, vive à la française aujourd'hui en 2025, je parle pas avant, hein, mais en tout cas en 2025, c'est être assimilé au capitalisme mondialisé. Oui. C'est essentiellement ça en fait. Oui. Et on oublie en fait que, au-delà, et je le dis, les Français ne sont pas responsables de la colonisation. Les Français, je le répète encore une fois, les Français ne sont pas responsables de la colonisation. La colonisation a été un plan qui a été construit après la Révolution. On a colonisé la France, on a génocidé des Français en grande masse. Et ensuite, on a décidé de génocider, et de coloniser une grande partie de l'Europe. Hein, et ensuite, on a métissé aussi tous ces peuples, parce que malheureusement, on a tué beaucoup d'hommes à travers ces guerres. Et après ça, dans une expansion de cette élite, on est allé vers la colonisation. Mais en aucun cas, le Français qu'on a fait descendre dans les mines, le Français qui a cultivé les terres pendant je ne sais pas combien d'années, il n'est pas responsable de cette colonisation. La colonisation est encore une fois un plan et un accord d'élite. Voilà. Et donc, aujourd'hui, par contre, il y a quelque chose qui est fort qu'on a gardé à travers ces pays, 110 pays francophones. Le lien de la francophonie. Ça veut dire qu'en Tunisie, tu vas parler français. Tu parles français, tu vas pouvoir te déplacer. On va te renseigner. Tu as des panneaux en français. Tu vas aller au Maroc, tu vas aller au Cameroun, pareil. La France a quand même gardé un certain universalisme et un humanisme qui est là. Le français, par exemple, moi, quand j'étais au Canada, parce que c'est pas la première fois que je pars et que je reviens et que je me déplace beaucoup, le français, c'est quelqu'un, quand on le voit, on a envie de rester avec lui. Parce qu'il est bon vivant, il est festif. Mais ça, c'est à l'extérieur, malheureusement. Ici même, dans cette société aujourd'hui qu'on est en train de créer en grand Monaco des ultra-riches, et des Bernard Arnault et des Bolloré et compagnie, le français, il est aigri. Pourquoi ? Parce qu'il est esclave de son loyer, et il se sent tributaire, en fait, de l'histoire de la République à travers la Révolution. Et donc, c'est pour ça que quand tu as quelqu'un comme Jean Messia, que j'ai déjà eu en confrontation sur CNews et que j'aimerais bien avoir en confrontation ici, parce qu'il est souvent ici, il va te sortir le même blablabla. Et ce mec-là, il ne faut pas oublier que c'est un haut fonctionnaire, que c'est quelqu'un qui vit à l'aise, que c'est quelqu'un qui a son propre chauffeur. Il va pas galérer comme moi dans le RER. Moi, j'ai fait quoi, un passage sur CNews. J'ai eu un taxi qui est venu me chercher. J'étais là largement à l'avance avec mon petit café, puis j'ai été reçu par Pascal Praud à l'époque où ils avaient besoin de descendre Hidalgo contre le crack. Par contre, sur les vraies actions, quand on a voulu dénoncer ce qui se passait avec les mineurs et les mineurs qu'on avait sauvés, et aussi les parents qui sont en détresse et les hôtels sociaux, ils n'ont jamais voulu nous faire passer. Donc, on va dire aussi que BFM TV et CNews, ils ont choisi leur ligne idéologique, et là-dedans, une personne qui est d'origine maghrébine ne doit pas avoir un rôle positif. Mais c'est vrai que on disait autrefois heureux comme Dieu en France. On n'est plus heureux en France. Malheureusement, non. Moi, je peux te parler de l'histoire de mes oncles qui sont partis de rien. Mais quand on te dit, ils partent de rien. Ils ont fait du BTP, ils ont construit des maisons au pays, ils ont développé l'économie au pays, ils ont fait vivre le commerce extérieur français, qui aujourd'hui affaiblit l'économie. Parce que les binationaux, l'immigration, elle a fait vivre pendant des années, et c'est pour ça que Jacques Chirac l'encourageait, le commerce extérieur. Aujourd'hui, c'est mort. C'est mort, et cette mort de ce commerce extérieur, de ces liens qu'il y a avec l'Afrique, au-delà, on ne va pas parler de la corruption de la France-Afrique qui est toujours présente, et qui concerne bien sûr les grands groupes comme Vinci, Total, qui aujourd'hui nous raquettent dans notre électricité, ou encore Thierry Breton qui a décidé, lui par contre, on ne le reproche pas d'avoir une nationalité sénégalaise. Eux, ils continuent toujours là. Mais le commerce extérieur, la binationalité, tous ces mouvements, ce tourisme, avaient créé une économie qui faisait que la France était un pays prospère. Aujourd'hui, la France est en train de descendre. En l'espace de 15 ans, depuis, on va dire,
on va arriver à 15 ans en 2026, la France est en train de régresser. On en parlait il n'y a pas longtemps, les visas. Les visas, aujourd'hui, c'est un groupe comme TLS Contact, en extérieur, qui gère aujourd'hui l'attribution des visas et qui donne des surcoûts et qui va, avec ça, motiver encore plus l'immigration clandestine. Plein de questions. Ah, mais je suis là. La remigration est une impossibilité capitalistique car l'histoire ne repasse jamais les plats. L'immigration n'est pas un flux qui passe dans un sens comme un simple accident de parcours. L'immigration est un flux capitalistique de nécessité déterministe. Et si cette nécessité va dans un sens, c'est bien au regard de la lutte de classe qu'il faut poser la question. Tout à fait. Sans cela, nous tombons dans des contradictions irrésolvables. Ce qui invalidera les flux migratoires, ce sera la révolution sociale qui sera produite par le prolétariat lui-même et non par des mesures politiques qui ne peuvent plus du tout revenir en arrière compte tenu du seuil ultime de la crise mondiale du taux de profit, surtout concernant l'Europe, puisque l'Europe est le territoire historique à abattre par l'ordre américain. La France, qui plus est au centre ultime de tous les torpillages mondialistes surexcités. Est-ce que ça veut dire que la mondialisation fait que l'immigration ne peut être régulée? Je remercie cet auditeur. Vraiment, tu vois, comme quoi, à Courtoisie, il y a vraiment des auditeurs très intelligents. Et limite ce qu'il écrit, c'est assez marxiste. Hein. Oui. Et oui, tout à fait. L'immigration a été motivée par un capital. De base, on avait des gens qui avaient des visas de 2 ans et qui devaient repartir chez eux. Si mon père a construit une maison en Tunisie, c'est parce que notre but était de repartir. Mais il y a eu les accidents de la vie. Il y a eu mon père qui est mort d'épuisement en construisant les autoroutes pour Sogea. Sogea qui continue toujours à prospérer. Et oui, Bouygues a motivé avec François Mitterrand, et même, bon, de toute façon, le plan existait déjà d'avant avec Giscard et Pompidou, cette dynamique de ramener un maximum d'immigrés dans l'intérêt des grands capitaux. C'est pas dans l'intérêt du français lambda, c'est pas dans l'intérêt du Tunisien ou du Camerounais, c'est vraiment dans l'intérêt de ces puissants aujourd'hui qui gèrent la France et l'Europe et le monde comme des seigneurs féodaux. Tiens, j'ai un commentaire qui nous dit très bonne idée pour nous que ce projet de départ, mais je plains ceux qui vont retrouver là-bas le despotisme, le népotisme, le fanatisme. Il y aura pour eux du pain sur la planche. Quand on voit qu'en Tunisie, un opposant politique a été condamné à mort, Kais Sayed, ce n'est pas du gâteau, même à son grand âge. Quand à pleurer sur le sol de l'islam, religion au nom de laquelle un attentat par semaine déjoué, un musulman en France jouit de plus de droits que dans n'importe quel autre pays musulman. Je suis d'origine corse et je crois entendre le discours de mes cousins qui idéalisaient l'île de beauté sans y vivre autrement qu'en vacances. Belle émission. Est-ce que justement là, et voilà, est-ce que justement il n'y a pas oui, parce que quand on va dans un pays, on y passe 3 semaines à mois, c'est génial, on est en vacances, on est au Club Med ou j'en sais rien, quoique toi tu vas pas au Club Med, mais bon, en général, peut-être les gens font ça. Est-ce qu'on n'idéalise pas un pays Non, donc déjà, moi je vais parler de mon expérience en Tunisie. Vas-y. Le meilleur salaire que j'ai eu dans ma vie, 3 000 € en 2008, c'est quand je travaillais dans l'import-export en Tunisie, sous Ben Ali. Sous Ben Ali. Et moi, je fais partie de ces gens qui étaient contre la révolution. Le dictateur Ben Ali était mauvais et il a fait beaucoup de choses mauvaises envers des personnes, mais les gens étaient propriétaires. Aujourd'hui, le taux de propriété, il est en train de devenir l'équivalent du taux de propriété en France. C'est-à-dire qu'on a fait rentrer une libéralisation comme c'est pas possible. Le nouveau président, quoique de base, je ne suis pas son partisan, mais il est contre les États-Unis. Et ça, là-dessus, il faut le féliciter. Il est contre aujourd'hui cette libéralisation et il est contre l'ingérence extérieure qui aujourd'hui pollue la France. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui que si on se respecte dans notre souveraineté, et c'est ça qui devrait faire notre valeur, ça veut dire que la souveraineté française existe, il faut qu'il y ait une souveraineté tunisienne, camerounaise, congolaise, et qu'on n'en soit pas là, et qu'on reconnaisse en réalité que les mêmes pollueurs de nos vies de tous les jours, ça veut dire les gens comme Carrefour, les gens comme Total, ces gens-là aujourd'hui, ce sont eux qui nous pourrissent notre vie, ce sont eux qui font que notre pouvoir d'achat est en train de démolir, que des choses qui devraient être normales et pas d'abondance, comme Macron nous a dit,
deviennent inaccessibles. Oui, mais la Tunisie, ça c'est spécial parce que la Tunisie, en effet, c'est un peu un phare en Afrique. La Tunisie, c'est un pays qui s'est toujours bien développé, Oui. qui a eu aussi entre guillemets une forme de progressisme avec les femmes en Tunisie. C'est moins le cas, par exemple, l'Algérie. Est-ce que, par exemple, si. un Français d'origine algérienne, s'il remigre en Algérie, est-ce que il pourra subvenir à ses besoins, etc. Et il y en a de plus en plus aujourd'hui. D'accord. Il y a tout un mouvement aujourd'hui qui s'est créé de se réinstaller définitivement, de travailler aujourd'hui dans toutes les nouvelles économies sur l'IT, sur le web et autres. Il y a beaucoup qui se sont installés au Maroc et qui développent beaucoup de choses. Il y en a beaucoup qui ont fait ça en Algérie, il y en a beaucoup qui font ça en Tunisie. Et que ça, à terme, malheureusement, ce sera une perte pour l'économie française. Mais ce sera un gain et un développement. Et si, justement, on respecte son frère patriote français, nous, issus de l'immigration, on doit avoir le même respect. Ça veut dire que moi, je veux respecter la France et les Français et son histoire, parce que je la connais bien. Mais de l'autre côté, je dois m'occuper de chez moi. C'est important. Parce que sinon, on va continuer avec le même circuit d'avoir des mains-d'œuvre et des cerveaux. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe ? On fait déserter des hôpitaux tunisiens, marocains, algériens, même congolais, pour combler le désert médical qu'il y a en France. Et en attendant, là-bas, je veux dire, quand une personne va accoucher comme au Maroc, et c'est ce qui a créé les émeutes de Gen Z, il y a eu 4 femmes qui sont mortes. Donc, soit on continue dans ce genre de truc, soit on n'y arrivera pas. Et malheureusement, pourquoi on en est là aujourd'hui ? C'est que la France, on a détruit son sacré, ça veut dire le socle familial, il y a moins de natalité. Donc, qui dit moins de natalité dit qu'il y a besoin de pallier avec de la main-d'œuvre. Même si aujourd'hui, on a une élection de Mélanie, moi, je peux te dire aujourd'hui que j'ai plein de cousins qui sont partis en Italie. J'ai plein de cousins qui sont partis en Italie. Et on vit mieux en Italie maintenant ? En Italie, moi j'étais en Sicile là récemment pour un championnat du monde de catch, comme tu le sais. Franchement, la douceur de vivre, l'aspect, on a l'impression de retrouver la France qu'on a oubliée dans les années 80. On voit des enfants jouer dehors, on voit des plages qui ne sont pas privatisées, on voit des personnes âgées qui sont en groupe, qui parlent entre elles, qui ne sont pas dans des EHPAD. Et ça, c'est émouvant. Et malheureusement, ça, aujourd'hui, on va le trouver dans des coins ruraux éloignés en France et on ne va plus le trouver dans les villes. Il y a aussi une chose, c'est que depuis 81, on est gouverné par la gauche. Et ne me mettez pas Chirac et Sarkozy comme la droite. Hein, non, mais c'est la gauche. Mitterrand, il vient d'où ? Il vient de Pétain. Oui, mais... C'est un menteur. Oui, mais il a été obligé de faire une mue politique de gauche, quoi. Et d'imposer les Jack Lang et tous ces... C'est des gens qui changent selon les castings. Si, par exemple, moi je veux revenir aussi sur la Tunisie. Tu me parlais justement du modernisme et autres. Toutes les post-colonisations se sont accompagnées de ça. Hein. Même en Algérie, on a des photos des années 60 où aujourd'hui la mini-jupe était en quelque sorte le code de transition de modernité. Et Bourguiba, qui a été l'instrument de ça, a été formé pour être dans le modèle d'Atatürk. Il a été formé à Saint-Cyr, il a été formé à Paris, et il venait des grandes loges. Et donc, il avait fait son boulot en continu, et c'était ça en réalité, c'est que ces post-colonisations, elles amenaient en fait vers une uniformisation de la mondialisation. Parce qu'aujourd'hui, on a les mêmes téléphones, on a les mêmes jeans, on a les mêmes voitures. Donc les gens qui se disent « Ouais, il faut faire gaffe, le gouvernement mondial », mais le gouvernement mondial, on l'a. On a... Et j'aimerais un jour qu'on fasse un sujet ensemble, GPTV, et que tu viennes avec moi en Tunisie, et que tu vois comment ça se passe, et que tu vas voir en fait les codes français qui se mêlent aux codes tunisiens avec le populaire, le modernisme, et tout ce qui s'entrechoque, mais qu'en réalité, il y a toujours un profit du commerce extérieur pour les grands lobbies, mais des grands lobbies américains, européens. Maintenant, la Chine et la Russie poussent aussi pour faire son terrain en Tunisie et dans le reste de l'Afrique. Mais en réalité, on est dans ce mondialisme. Alors, on va continuer cette seconde partie d'émission, mais avant ça, le Bobino.
soutenez Radio Courtoisie. Nous n'avons pas d'annonceurs, c'est pour ça que nous sommes libres. Vous savez ce que c'est les annonceurs, ceux qui font de la publicité, les grandes marques. Ils vous imposent des invités, ils vous imposent des sujets. Nous ne voulons pas ça, c'est vous les patrons de Radio Courtoisie. C'est pour ça que nous vous demandons tous les ans de nous soutenir. Comme ça, vous avez votre espace de liberté et il y en a si peu. Il y en a si peu des espaces de liberté. Tiens, commentaire d'auditeur. Le pouvoir financier mondialiste a besoin de déraciner les peuples dans une société cosmopolite qui n'est pas la leur pour éviter toute révolution contre lui. Tout à fait. Il n'y aura pas de rémigration tant que ce pouvoir économique ne sera pas remplacé par un pouvoir philosophique. Et il est là, en fait, moi je dirais plus un pouvoir spirituel. Un pouvoir spirituel. Parce qu'aujourd'hui, l'immigration, telle qu'on la conçoit, que ce soit l'immigration américaine ou l'immigration européenne, c'est avant tout matérialiste. Et quand on parle de matérialisme, dans la Genèse, dans toutes les religions, c'est la pomme. La pomme que Ève a fait manger à Adam. Donc la tentation. On est en fait en quelque sorte aussi dans une aspérité, sans le savoir, d'une société sataniste qui nous amène à chercher le matériel plus que la valeur familiale et à surconsommer. Et donc c'est pour ça que on va vers cet idéal aussi occidental. Et donc oui, il faut casser ce modèle économique qui impose cette dictature mondiale, mais faut se réorienter vers le sacré, le spirituel, et la base de tout, c'est notre parti politique, je pense qu'il doit être unique, c'est la famille. Les gens vont croire que je suis de gauche. La semaine dernière, j'ai fait venir un auteur qui était contre le capitalisme. Mais question, est-ce que des Français d'obédience musulmane pourraient vivre dans une France qui aurait comme religion d'État peut-être le catholicisme ? Pour moi, je vais être franc avec toi. Déjà, ils ne seront jamais français. Ils ne seront jamais français. Je ne vais pas faire mon Zemmour. On est citoyen français, oui, ça c'est une chose. Mais moi, par exemple, même si je suis né en France, j'avais ma carte rouge tunisienne. J'ai eu que la nationalité à partir de 15 ans. Et d'ailleurs, bon, avec les tensions qu'il y avait sur la Côte d'Azur, c'était assez trouble. Je me dis, ouais, d'un seul coup, bon... Tu es sur la Côte d'Azur, hein, pour dire aux gens... Et la Côte d'Azur, moi, entre les tensions avec les pieds noirs, plus une droite et un RN, un FN à l'époque. Un FN qui était très virulent, malgré qu'il y avait une posture virile et sincère de Jean-Marie Le Pen, qui a défendu l'Irak, qui a défendu la Palestine, et aujourd'hui, ni la fille, ni le Kermit qui sert de futur candidat au présidentiel et qui, je pense, ne sera jamais élu parce qu'on va vers une troisième guerre mondiale, n'ont réussi à avoir ce genre de posture. Et donc... Ça veut dire que tu es dans le discours de Hassan II, qui disait nos Marocains ne seront jamais français. Oui, et c'est pareil pour tout le monde. Mais par contre... un Marocain, un Tunisien ou un Algérien ou même un Congolais qui va vivre dans un pays théocratique où il y a le respect de tous, oui, il pratiquera sa religion et personne ne va l'embêter. Il y a des musulmans, ils inscrivent leurs enfants dans des écoles chrétiennes parce qu'il n'y a pas d'école musulmane et ils sont libres de pouvoir porter le voile, ils ne sont pas jugés. Du coup, ils préfèrent... Donc du coup, voilà. Les musulmans qui habitent en France vivraient mieux sous une France... qui n'est pas républicaine, ça c'est sûr, mais qui aurait une religion d'État catholique, par exemple. Oui, mais ce serait impossible. Pourquoi ? Parce que on a fait un travail depuis 250 ans, déjà pour tuer la monarchie, pour créer un nouveau drapeau qui vient du duc d'Orléans. Il faudrait peut-être s'en rappeler que malheureusement, le drapeau français a été d'abord un drapeau qui est venu du sang, qui est venu de la félonie, qui est venu du complot, de la trahison. Il faut se rappeler qui est Rouget de Lille et qui sont ces Marseillais qui sont montés jusqu'à Paris pour tuer tellement de personnes. Et là-dessus, je remercie Marion Sigaud d'avoir fait ce travail de communiquer parce qu'on ne trouve plus ça dans les programmes d'histoire. Et qu'une France qui va revenir vers ses valeurs chrétiennes,
C'est impossible. C'est impossible, vraiment, C'est ça ne peut pas impossible. arriver. C'est impossible. Et il faut voir aujourd'hui la couleur des églises. Pourquoi je te dis ça? Aujourd'hui, ce sont les subsahariens qui remplissent les églises. Et les Français- Antillais. Et les Antillais et les Français ont déserté les églises. La plupart des prêtres avec qui j'ai travaillé dans la politique de la ville, ce sont des prêtres d'origine congolaise, camerounaise, et il y a de moins en moins de vocations ecclésiastes. Il y a une réalité, c'est que on fait moins d'enfants en France, on déserte les églises, et le sacré se casse pour uniquement que soit du réactionnaire vide, soit... Je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, bon, ce que je vais dire, ça va pas plaire, mais bon, c'est pas grave, je le dis quand même. Je remarque que les jeunes identitaires, tout ce mouvement, voilà, donc, dont je pense le plus grand débit, eh ben, est devenu paganiste. C'est-à-dire que des jeunes qui se disent identitaires, ils sont là pour embrasser les pieds de Odin, de Oui. Thor, et d'Outatis, et je sais pas quel est l'autre dieu de l'Antiquité, et peut-être le dieu du soleil, de l'arbre, ou je sais pas quoi. Ça, c'est désolant. Mais vraiment, mais je le vois de plus en plus. mais Mais on vraiment. repart sur ça. Moi, par exemple, je vais parler de Saint-Nicolas, qui est d'origine turque. J'ai tout le respect du monde pour Saint-Nicolas, pour son histoire. Comment il a cédé son héritage à des orphelins. Parce que c'est ça l'histoire de Saint-Nicolas. C'est ça qui a inspiré malheureusement le Père Noël Coca-Cola que nous avons. Saint-Nicolas, il a une grande histoire humaine, avant tout dédiée à la religion et à Dieu. Mais Saint-Nicolas, il mérite tout le respect du monde et il faudrait rétablir son histoire. Eh bien, on voit que la République, le protestantisme anglo-saxon et le capitalisme, qui est dans une sorte de tiercé, ont fait énormément de mal à nos jeunes. Et d'ailleurs, le cinéma moderne avec Marvel, moi j'ai des jeunes, je vois des jeunes de Marvel, je te dis, qui commencent à vénérer des dieux scandinaves à cause de Marvel. Mais t'imagines jusqu'où on va? Il y a pire que ça. Il y a pire que ça. Je pense que je vais être le premier à parler de ça sur Radio Courtoisie. La Japanimation que nous avons eue et surtout, je dirais, bon, on a grandi avec le Club Dorothée, le culte de Dragon Ball Z. On a des Français qui se disent identitaires et qui, des fois, pour combler leurs fantasmes, vont aller vers toute une japanisation de leur attitude, leur identité, jusqu'à se marier dans un fétichisme avec une japonaise. Et ils sont dans le culte de Dragon Ball Z. Je veux dire, Ah bon? Ah oui, non mais quand t'as des gens qui prennent Vegeta pour modèle, Vegeta, il faudrait quand même rétablir. Alors explique qui est Vegeta à nos auditeurs, exact, qui ne savent pas qui il est. Vegeta... Moi je sais, hein, parce que moi tu sais que j'ai fait, parce que moi je viens du lycée La Fontaine qui est à côté, hein, et j'ai fait lycée La Fontaine, c'est le lycée numéro 1 au niveau des langues orientales, et j'ai fait du japonais de la 6e à la terminale. Avec des japonais. Parce que des japonais venaient et viennent toujours ici d'ailleurs au lycée La Fontaine, et j'ai fait mes éclats. Et les vrais japonais considèrent le manga comme une sous-culture. Oui. Et pour eux, il y a un art de la calligraphie. Ils ont encore l'héritage Edo. C'est vrai. Je m'y connais quand même. Et les japonais étaient excessivement forts à l'école. En France, ils sont très forts. Plus forts que les Français. Ah oui, non, mais ils sont très forts. Et c'est des gens qui se sont appliqués, qui ont eu leur haut et leur bas, mais qui sont toujours là. Et on va dire que la japanimation que nous avons eue, les mangas, tout ça, ça a été une demande avant tout de l'extérieur pour essayer de faire quelque chose de moins cher que les comics et alternatif aux comics. Et ce qui a ressorti, c'est Dragon Ball Z. Et on a des gens qui sont passionnés de Vegeta. Vegeta, en fait, qui est le prince d'une planète qui était vassal du seigneur Freezer, qui était en quelque sorte un espèce de agent immobilier. C'était le méchant du truc. Un lobby immobilier très agressif qui nous rappelle aujourd'hui certains méchants que nous avons dans la réalité, et qui est très charismatique. Et donc, il avait ce peuple Saiyan en vassal, et un jour, il avait peur de la menace de ce peuple, il a décidé de détruire la planète.
Il y avait que le prince Vegeta qui était resté, donc il lui a servi. Et toute sa vie, il a grandi avec la conviction que Freezer a détruit son peuple et il a été soumis à ce type-là. Et c'est en arrivant sur la planète Terre, lorsqu'il s'est fait botter les fesses par Sangoku, qui lui s'est assimilé à la planète Terre. Hein, donc ça c'est un exemple d'assimilation. Faites comme Sangoku, les gars. Et donc Vegeta, après s'être fait botter le cul, il a décidé de suivre le modèle de Sangoku. Mais quand on voit en fait, c'est une personne qui a toujours été suiveur, qui n'a jamais pris de décision. Et on a des gens qui croient avoir une personnalité et un charisme en idolâtrant et en vénérant déjà le Dragon Ball Z. On est dans une idolâtrie. C'est pas notre génération quand même, c'est quand même des plus jeunes, non? Malheureusement. Il y en a quand même de notre génération. Ah oui, les adolescents. Les adolescents. Ah oui, quand même. Mais il faut aller voir ce qui se passe à la Japan Expo et la Japanimation et pourquoi aujourd'hui la France devient aujourd'hui un des pays principaux de ça. Faut dire aussi les choses aux gens. Je parle pas de ceux qui écoutent Radio Courtoisie, mais l'extérieur, cette masse-là, il y a aussi, alors il y a l'État, je veux bien, ok, la République, bah d'accord, mais il y a aussi les parents qui ont failli. Mais je pense que notre génération de parents a failli. Ils ont comme j'ai dit, voilà, il y a eu tout un travail de propagande à travers la télé, et qu'au fur et à mesure, les sacrés se sont cassés. Quand à 8h du soir, on se retrouve devant une série comme Madame est servie, une femme puissante qui tient une agence de pub, qui est divorcée, et son homme de ménage, c'est un homme super viril. Un Italien, voilà. Tony Danza. Voilà, et à partir de là, on casse beaucoup de choses. On grandit avec ça dans les années 80. Après, on peut regarder aussi, j'en avais parlé une fois, Marc et Sophie. Un cadre et un vétérinaire qui vivent ensemble, qui n'ont pas de gosses et qui s'occupent que de chiens. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à Paris? La plupart des gens qui se plaignent de la mendicité agressive, des agressions et des craqueux, ce sont les gens qui se font emmerder quand ils sortent leurs chiens. Ils n'ont pas d'enfants. C'est quand ils sortent leurs chiens. C'est ça le problème. C'est les témoignages qui nous reviennent quand BFM vient filmer. C'est toujours les mêmes personnes qui sortent promener leurs chiens. Et aujourd'hui, la France, aujourd'hui, au lieu d'avoir des familles, on a des propriétaires de chiens. On a des chiens aujourd'hui qui ont plus de droits que des SDF qui sont dehors. Là, tu viens de parler de la drogue, et c'est excessivement important d'en parler parce qu'on est devenu quasiment un pays cartel. On est un pays cartel, j'avais prévenu depuis très longtemps. Il ne faut pas oublier que la French Connection, qui était le réseau numéro 1, il a été fondé en France. Certes, c'était avant tout des mafias qui venaient de provinces dissidentes, que ce soit les Catalans, les Basques, les Corses ou même les Provençaux ou les gens d'origine italienne. Mais la French Connection, elle a permis de faire monter certaines puissances, certains politiciens, certains blanchiments d'argent. Et avec ça, on a continué. Et que même si aujourd'hui, on vient nous parler de DZ Mafia ou de Mocro Mafia, je ne pense pas que ces gens-là ont la main libre comme ça. Et qu'il y a forcément des lobbies plus puissants au-dessus d'eux. Moi, je vais te dire, je pense que la drogue est voulue. C'est voulu. Et la dernière déclaration de Louis Sarkozy, merci, qui est scandaleuse. D'ailleurs, ce Louis Sarkozy, l'américain, je me demande, l'américain, je me demande comment se fait-il que ce gars-là, on puisse lui donner une tribune pareille. Louis Sarkozy a quand même demandé sur ta chronique à BFM, c'est-à-dire une chaîne à très grande visibilité, que l'on puisse dépénaliser la cocaïne. Parce que c'est une volonté américaine et depuis qu'on se connaît, quand on a fait des sujets de terrain, c'est ce que je disais, ça veut dire qu'on va amener vers l'accompagnement à la consommation, la dépénalisation et ensuite la légalisation parce que c'est ce qui est en train de se discuter aux États-Unis. C'est exactement la même crise qu'on a eue avec Al Capone et l'alcool. On va avoir la même chose avec les drogues. Et là, ça va faire exploser une économie incroyable. Entre les drogues de synthèse, la cocaïne qui sera légalisée et tout ce qui va se passer, c'est normal. Entre le crack, la cocaïne, les machins là que les jeunes se mettent dans le nez, là, les genres de... protoxyde d'azote. Protoxyde d'azote. Et là, on va... on est déjà... La France est un rond-point de la drogue. Et là-dessus,
Le premier relais, c'était la famille. Et souvent, ces enfants qui étaient happés dans ces réseaux de prostitution et de drogue, souvent, ils sont issus de familles divorcées. Et donc, ils n'ont pas leur repère et ils se font happer par des gens qui ont des grands réseaux. Et je peux parler, par exemple, d'une fille qu'on a sauvée in extremis, à qui on a enlevé les papiers et qu'on allait envoyer en Allemagne pour travailler légalement dans la prostitution. Voilà ce qui se passe aujourd'hui en France, voilà ce qu'on dénonce, voilà comment aujourd'hui on a un gouvernement qui ne veut pas nous écouter, et voilà pourquoi aujourd'hui un pays normalement qui devrait être prospère, qui a la plus belle agriculture du monde, les plus beaux paysages du monde, qui a une diversité de climat, je l'ai toujours dit, est en train de devenir un pays qu'on amène vers la misère, un stade en dessous de la Roumanie, parce que la Roumanie est en train de monter, un stade en dessous de la Grèce, parce que même la Grèce a su se reconstruire. Et malheureusement, là, la France, ce qui se passe, c'est que on veut faire croire aujourd'hui que ce sont des immigrés qui sont responsables de cette chute, alors que la réalité, c'est que c'est un délire d'élite. Et que il fallait vraiment être idiot pour pas comprendre qu'un Emmanuel Macron, en 2014, quand il a été nommé ministre des Finances, allait devenir président. Parce qu'on nous a joué le même scénario qu'avec Sarkozy. La seule surprise, je dirais que la seule surprise, et pourtant lui, il a continué le boulot européiste, et on est dans cette dictature européiste depuis Sarkozy, c'est François Hollande. Il n'y a personne qui s'attendait ça dans le casting. Mais il a fait un boulot pire que Sarkozy. Et la continuité avec Macron, elle était visible depuis 2014. Bien sûr. Alors, je suis petit-fils de l'immigration italienne, je suis français, inimaginable d'aller vivre en Italie. Mais il sait pas ce qu'il rate. Il sait pas ce qu'il rate. Il sait pas ce qu'il rate, et repartir vivre en Italie ne veut pas dire qu'on va casser son lien avec la France. Je le dis, je le répète, la France est belle, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a aussi beaucoup de choses à construire avec les gens qui aiment vraiment la France. Et ces gens qui aiment vraiment la France, il faut les amener aussi à découvrir nos pays. Et que on doit se baser sur quelque chose de sacré, de respect de la terre et de respect des souverainetés des uns des autres. Et surtout, la base, c'est la famille. Alors, ce que dit l'invité est intéressant, notamment à propos du sacré. Dieu et la famille ont en effet été l'objet d'un travail de sape. Par contre, à propos de la colonisation, elle a été aussi le fait de barbaresque. Je pense qu'il doit parler de la colonisation algérienne. Oui, alors là-dessus, il y a plusieurs récits qui se contredisent. C'est quelque chose aussi qui a continué après, on va dire, le fait qu'on avait fait dégager les musulmans du Portugal et d'Espagne. Et il faudrait aussi se rappeler de la dette de blé que la France avait après la Révolution, que bien sûr les dirigeants à l'époque ne voulaient pas payer. Et on a créé en fait tout un contexte qui a été aussi aidé par les États-Unis pour aller détruire l'Algérie. Parce que ce qui s'est passé en Algérie, n'en déplaise à certains, ça a été un vrai crime contre l'humanité. Et je dis bien, le gouvernement français, à cette époque-là, n'était pas tout seul. Et il y avait un véritable partage du gâteau africain avec toute l'élite européenne, à la suite, bien sûr, de ces idées de lumière qui ont émané après la Révolution française. Moi, je le dis, je le répète, je ne peux pas tenir responsable un Français issu d'un héritage paysan qui a toujours eu sa famille, parce que la plupart des Français, c'est ça, ici en France, et qui a vu ses arrière-grands-parents mourir dans les mines, mourir dans les tranchées pour des guerres qu'il n'a pas demandées, qui soit responsable de ce qui s'est passé pendant la colonisation. Il n'a rien à voir. C'est un travail d'élite. Et ces élites-là, en plus, se sont mis d'accord avec certaines élites, parce que c'est comme ça que s'est passée la Révolution française. On a eu Duc d'Orléans avec un groupe de bourgeois qui s'est mis d'accord pour dégommer Louis XVI. Et la colonisation, ça a été pareil. Il y a eu des groupes d'élites qui se sont mis d'accord justement pour faciliter la colonisation. Et on a eu cette histoire justement, entre autres, qui a été clairement déclarée pour Constantine en Algérie. Ça s'est pas caché. Mais c'est vrai qu'il y a... alors, certes, la monarchie a aussi colonisé, hein, en Amérique du Nord, en Inde, en Afrique de l'Ouest, etc. Mais ce n'étaient pas les raisons de... Et déjà, il n'y a pas eu de colonie de peuplement, ça c'est une chose, contrairement aux anglo-saxons. Et puis, c'était des raisons... c'était pas des raisons civilisationnelles,
comme pouvait l'être la République. On se rappelle des mots de Jules Ferry, qui disait que, voilà, que les races inférieures, il fallait en gros civiliser les races inférieures. Ce n'est pas la monarchie. La monarchie n'a jamais pensé Jules à ça. Ferry qui a inspiré aujourd'hui l'éducation nationale qu'on a bien dit ce genre de choses. Donc, Jules Ferry, qui est un grand homme de gauche et qui a marqué justement la République française, fait que ce concept d'indigénat ne disparaîtra jamais de la France. Donc, vivre toute sa vie aussi en sous-catégorie de citoyen, à un moment donné, il faut être digne. À un moment donné, on te demande, tu choisis ton matérialisme dans une spiritualité. Dans une spiritualité, et quand on sait que ce monde est une épreuve, et que si l'un comme l'autre, on a une foi, on te dit, tu souffres dans ce pays, ou tu rentres chez toi et tu vis dans ta spiritualité, parce que tu ne pourras plus pratiquer. Moi, je vais choisir la spiritualité. Clairement. Moi, je peux comprendre, je le dis très sincèrement, si moi, on me dit demain, monsieur Borowski, qu'est-ce qui importe plus pour vous, la loi de la République ou les évangiles ? Je dirais forcément les évangiles. Donc, quand je vois des sondages qui disent oui, les gens ils mettent en avant plus, je sais pas moi, le Coran par exemple que les lois de la République, écoutez, c'est limite normal. Hein, je veux dire, moi ça me surprend pas. Non. Je veux dire, les évangiles, la parole du Christ est plus importante que l'article 1er de la République. Mais on vit du Code civil. On vit dans une grande ineptie. Il faut juste voir ce qui se passe à Gare du Nord. On a des ententes immobilières qui se sont faites avec les Sri Lankais et les Hindous. Et ils vivent à leur rythme. Aujourd'hui, Gare du Nord, c'est New Delhi. Il y a des parties où c'est tenu par les Bengalais, les Afghans et les Pakistanais, mais clairement, Gare du Nord, ça vit au rythme du polythéisme hindou. Et là, il n'y a personne pour rien dire. Et malheureusement, la seule chose qu'on attaque, ce sont les monothéismes, en particulier chrétiens et musulmans. Mais j'ai l'impression que les gens... est-ce que les gens connaissent bien les autres religions Non. Comme l'islam par exemple. Par exemple, il y a des choses qui se disent sur l'islam. Est-ce que... parce que là, j'ai un monsieur, je vais être un peu caustique. Si votre invité à la nostalgie du sacré, qu'il embrasse celui de la France, le monde catholique ou plus largement chrétien, mais il sait qu'il sera comme mort auprès des siens, le sacré musulman qui légitime les châtiments, le mariage des petites filles, la polygamie, qui bannit les images. Est-ce que ça c'est une réalité ou est-ce que c'est J'invite à lire le Coran. Déjà, le Coran a une loi claire. Le mariage ne peut pas se faire avant la puberté. Ensuite, il faut se rappeler du contexte qu'on avait au Moyen-Âge, que les mariages, même en France, se faisaient à partir de 12 ans parce qu'il y avait une mortalité très rapide. Que si on veut parler du mariage de petites filles, il y a eu des grands rois chrétiens en Europe qui se sont mariés avec des filles qui avaient déjà 6 ans. Il suffit de faire quelques recherches, on peut trouver. D'accord. Et encore une fois, si on veut repartir sur ça, il faudrait peut-être faire des recherches. Et on ne va pas s'inventer expert sur des choses qu'on ne connaît pas. Je sais qu'on balance beaucoup ce genre de choses, mais j'ai jamais vu de mariage de petites filles, que ce soit en Tunisie ou ailleurs, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et cette volonté justement de vouloir faire convertir les gens, non. Moi, je n'impose pas ma foi aux autres. Je ne veux pas non plus qu'on m'impose une foi que je n'ai pas. Mais par contre, je respecte les sacrés, je respecte les codes, je respecte les églises. Je suis capable d'aller visiter une église et de la respecter. Quand j'ai vu Notre-Dame d'Amiens, c'est un bâtiment mais incroyable et qui fait la beauté et la solidité de la France. Pareil pour les grandes cathédrales de Soissons, de Laon et compagnie. Mais moi, j'ai ce respect-là. Donc de l'autre côté, il faut avoir ce même respect. Alors, un auditeur appelle et il dit, voilà, je suis algérien et j'aime la France. Je souhaitais savoir si vous combattiez le capitalisme ou bien si vous êtes du même avis que Monsieur Pro, Zemmour et Goldnadel. Bon, là, on a compris, mais bon, répète. Mais ce qu'il faut répéter. Zemmour et Goldnadel, ils sont justement avec ce grand capital et on le voit avec Bolloré.
Bolloré, il a déstabilisé l'économie africaine. Il a imposé Canal+ comme moyen de regarder la télé. Ça veut dire que si on n'a pas Canal+, on ne peut pas regarder la télé. Dans une grande partie des pays africains subsahariens, Carrefour a régi le marché de l'alimentaire, qui fait que, par exemple, en Tunisie, on pouvait acheter un kilo de poisson pour 1 euro. Aujourd'hui, le kilo de poisson est plus cher qu'en France. Le kilo de viande est plus cher qu'en France. L'eau n'est plus accessible. La grande distribution qu'on a exportée dans ces pays africains, comme les groupes Monoprix ou encore Carrefour, ou même Orange, et ils ont créé en fait une déstabilisation de l'économie qui profite aux grands groupes, qui ne profite pas aux Français comme ça pouvait se passer avec le commerce extérieur, et qui détruit la vie sociale des gens. Moi, j'ai été, je vais te l'avouer, cher Tarak, très choqué par le fait que Monsieur Pro ait pris la défense de manière quasiment ostentatoire vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Lorsque l'on sait que Nicolas Sarkozy a gagné en 2024 10 millions d'euros, en 2023 4,5 millions d'euros, comment est-ce qu'un ancien président peut gagner des sommes pareilles? Lorsque l'on connaît le passif de Nicolas Sarkozy, il a vendu 1/4 de l'or de la Banque de France, le commandement intégré à l'OTAN, etc., etc. Bon, on connaît le passif de Zemmour et Goldnadel, je ne vais même pas en parler. Goldnadel, tiens, qui invente des antisémitismes, etc. Enfin bref. Moi, je me dis que, quand même, ces chaînes de télé ne sont pas aussi transgressives qu'on voudrait le croire. Non. Moi, je le remarque, elles sont très souvent derrière le pouvoir. Et ce n'est pas la transgression, c'est une vassalisation d'une autre forme de pouvoir. Il y a un exemple simple. Il faudrait juste voir la différence de ton et d'information qu'il peut avoir sur France 24 en arabe et France 24 en français. Il y a certaines informations qui vont être dites et qui vont être spécialement concentrées sur les pays arabes qu'on ne va pas entendre sur France 24 en français. Et encore, France 24, ils font un meilleur boulot d'information même si aujourd'hui l'information pour moi n'existe pas, et l'information on va plus la trouver dans les médias alternatifs comme GPTV ou encore ici là sur Courtoisie. On va de moins en moins trouver ces informations sur le réel et sur la géopolitique. Et pour nous, Nicolas Sarkozy, c'est un criminel de guerre, c'est quelqu'un qui a fait un crime contre l'humanité. La Libye, ouais. Mais pas que la Libye. La Libye a tout le trafic migratoire parce que Kadhafi était garant de la stabilité africaine. Kadhafi subventionnait beaucoup de pays africains. Il permettait à des Africains de vivre heureux dans leur pays. La Tunisie, même si on aurait perdu Ben Ali, on aurait gardé Kadhafi, elle serait restée stable. On n'aurait pas eu toute cette invasion de grandes multinationales qui est en train de détruire la Tunisie au fur et à mesure. Et Kadhafi, s'il serait resté en place, comme il avait dit, on n'aurait pas aujourd'hui tout ce flux de migrants et de réfugiés qu'on n'arrive pas à gérer. Mais c'est vrai. Il y a eu un avant et un après le débarquement de Kadhafi. Et si vous avez, chers auditeurs, tous ces migrants, ça n'existait pas. Le terme migrant, on ne le connaissait pas avant 2011. Non. Voilà. On connaissait immigrés, on connaissait immigration, on connaissait sans-papiers, on connaissait clandestins. Aujourd'hui, on a des migrants et on a des gens qui sont prêts à mourir dans le désert, qui sont prêts à mourir dans la mer. On avait des chiffres déjà qu'on connaissait déjà en 2017 qui parlaient déjà de centaines de milliers de personnes, mais avec toute la déstabilisation, les guerres et tout ce qui se passe, Nicolas Sarkozy, avec l'aide de Barack Obama, il faut le préciser, et Condoleezza Rice, sont responsables aujourd'hui d'une déstabilisation et de millions de morts. C'est vrai. Clairement. Et cette personne, on le condamne pour association de malfaiteurs. C'est dire le mépris en fait qu'il y a sur certaines catégories ethniques. Et puis le fait de prendre... moi, je suis persuadé que les valises transitaient entre la Libye et la France. Et d'ailleurs, c'était manquer de respect même aux victimes de l'attentat à l'époque des années 80
qui a touché une centaine de Français. Et bon, les Pascal Pro et compagnie ne sont pas à une connerie prête, on va dire. Pascal Pro, aujourd'hui, il est plus dans un idéal d'informer, d'être objectif. Il l'a fait à un certain moment j'ai pu en parler par rapport au crack, mais aujourd'hui, il est dans une ligne idéologique. On est dans une accélération où on est capable de faire passer quelqu'un comme Jordan Bardella, qui a 30 ans, qui vient d'une méconnaissance mais totale, qui ne sait même pas faire son travail dans l'Union européenne, et qui vient expliquer comment il va diriger le pays, alors qu'on sait très bien que ça va être pire qu'avec Macron. Mais tu sais, moi je vais te dire une chose, les journalistes, ils arriveront toujours à tromper le public, parce que parfois ils disent quelque chose qui peut en effet être intéressant. Moi je regarde pas spécialement Pascal Pro, je regarde pas spécialement la télé, ni CNews, ni rien. Bon, je vois des capsules où parfois il peut dire quelque chose d'intéressant. Et donc les gens s'accrochent à ça. C'est comme Hanouna. Hanouna, les gens ont dit ah, c'est un résistant, etc. Il donne la parole à tout le monde. Et au final, on l'a vu avec le Paris Match d'avant-hier, qu'Hanouna, dorénavant, habite avec Madame Tiffaine Ozière, fille de Brigitte Macron, qui vont peut-être se marier. Je veux dire, Hanouna, c'est pas un opposant. Il va se marier avec la fille, enfin la belle-fille du président de la République. C'est pas un opposant. Franchement, la politique, on est dans un grand show de catch. On est dans un grand show de catch. Ils sont là pour se taper, mais dans les vestiaires, après, tout le monde se serre la main et tout le monde est tranquille. Moi, j'ai vu, je vais pas citer, mais j'ai vu en sortant à la sortie de l'Assemblée nationale des élus du RN et des élus de LFI rigoler ensemble, parler ensemble, des fois même manger ensemble. C'est là, et on se moque de nous. Et aujourd'hui, des gens qui ne représentaient rien, je suis désolé, hein, mais Jean Chalençon, c'est un brocantier. C'est qui Jean Chalençon? Jean Chalençon. Pierre-Jean Chalençon. Ouais, Pierre-Jean Chalençon. Bah attends, écoute, c'est quoi? Moi, je l'ai reçu il y a 2 ans ici parce que je le connais un peu. Je pensais que c'était un rebelle. Et il m'a dit ici en direct ah ouais, j'adore les Macron. Je dis putain, ok, d'accord. Là, à partir du jour-là. C'est une girouette. J'ai dit bon, d'accord, merci, au revoir. C'est une girouette. C'est une girouette. Moi, j'étais au congrès d'Éric Zemmour. J'étais le premier congrès d'Éric Zemmour à Villepinte. J'étais accrédité par un média libanais pour aller couvrir ça. Il y avait Pierre-Jean Chalençon au premier rang. Il était là. Ah oui? Oui. Il était là. Il était là. Donc c'est une girouette. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, vu qu'il est un petit peu en faillite, on lui fait dire des choses qui veulent pousser justement à ce conflit de civilisation. Et parce que demain, une Saoudienne voilée va venir acheter ses tableaux et compagnie, bah, il va se mettre à 4 pattes. C'est vrai. Il va se mettre à 4 pattes. Bah, on le voit sur les Champs-Élysées. Hein. Ouais. Alors bonjour, je réagis à vos réticences sur les influences japonaises. Pas content, hein, l'univers des mangas est vaste. Plutôt que de considérer ces apports japonais comme des dangers, ne serait-il pas plus constructif de les appréhender comme des loisirs ouvrant à notre culture, mais nécessitant un guide parental ou professoral, en nous informant, en respectant les âges conseillés et en dialoguant avec nos enfants et adolescents? Ne pouvons-nous pas les aider et en tirer le meilleur parti tout en évitant des contenus choquants? Bonne fin d'émission. Alors, ok, mais à ce moment-là, il faut faire attention à des mangas comme Death Note. C'est quoi? Death Note, c'est un gamin qui découvre un cahier secret où il écrit des noms et un démon va aller tuer cette personne-là. Aujourd'hui, le manga amène au fur et à mesure vers le satanisme. Le manga amène vers une culture polythéiste. Par exemple, pourquoi je précise encore Dragon Ball Z? Il y a des enfants qui ont perdu le sacré de la mort. Pourquoi? Parce que dans Dragon Ball Z, on réunit 7 boules de cristal et on peut ressusciter quelqu'un. Donc quand on a quelqu'un de sa famille, quand on est petit et qu'on a quelqu'un de sa famille qui meurt, on se dit mais pourquoi il n'y a pas les 7 boules de cristal? Et puis il y a plein de dieux aussi. Voilà, et il y a plein de dieux. Il y a plein de dieux. Voilà. Il n'y en a pas un, il y en a plein de certaines planètes, Piccolo, machin, enfin voilà. Voilà. Donc c'est important aussi de conserver le sacré. Je suis d'accord quand c'est un loisir. Il y a d'excellents mangas comme Full Metal Alchemist et compagnie, mais il faut faire très attention. Et ça, je pense que l'américanisation et la japanisation, à travers justement l'animation, et l'animation, on sait que c'est un lobby international,
c'est plus en train de détruire l'identité et le sacré, peu importe les pays, hein, parce que c'est présent même en Arabie Saoudite. Ah bon? Ah oui, ben, il y a un grand parc d'attractions pour Dragon Ball Z qui va être fait là-bas. Ah bon, je sais pas. Oui, si. D'accord. Voilà où on en est arrivé. Donc, ce qui est bien, c'est que les auditeurs ont compris que aujourd'hui, c'est un modèle économique et un gouvernement mondial tourné vers une élite qui doit s'enrichir, qui nous fait casser nos sacrés, et qui fait qu'aujourd'hui, la France va devenir de plus en plus un pays invivable pour les classes moyennes, et que je pense... Donc il faut partir. Pour moi, en tout cas, c'est pas la première fois que je pars. Je reviendrai certainement de passage, mais l'avenir tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'on nous conduit, tel que le programme de Macron est fait que la vie sera impossible en Donc France. on va avoir des centaines de milliers de jeunes nés ici, d'origine maghrébine. Pas que. De plus en plus de Français. On a des Français qui ont quitté, qui ne reviendront pas. Et ces Français, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du communautarisme. Les Français vivent entre eux au Canada. J'étais avec eux. Les Français vivent entre eux aux États-Unis. Les Français, ils ont une manière de vivre qu'ils veulent garder. Et c'est malheureux, mais le communautarisme est humain. Qui peut comprendre mieux ce que c'est qu'un camembert qu'un Français? Clairement. Il y a des Américains, on va leur donner un camembert, ils vont trouver ça dégueulasse. Clairement. Donc, c'est humain. On gardera, d'une certaine manière, une forme de communautarisme selon le vécu ou ce qu'on a eu. Mais à terme, la France va être divisée entre les pauvres, qui feront n'importe quoi pour survivre, et les ultra-riches. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Merci à toi, cher Tarak. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Ton association, tiens, comment elle s'appelle-t-elle déjà? La remontée, on fait toujours des actions. Vous pouvez adhérer, faire des dons, www.laremontée.fr. Et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Tarak Alji Ansassi, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram. Il y a du sport, il y a du social, il y a de l'action de terrain. Et j'espère repartir prochainement au reportage avec Mike Borowski, qui est un vrai journaliste. Pour aller peut-être à la chapelle, on va à la chapelle, Villette, tout ça, quoi. Faut demander des budgets, faut qu'on parte en Tunisie ensemble. Ok. Merci à toi. Suivez Tarak Sassi, qui a... tiens, j'entends une émission d'extrême gauche sur Radio Courtoisie. On a viré de bord. Je suis de droite. Voilà, on a viré de bord. Un vrai croyant est toujours de droite. Merci à vous en tout cas d'avoir été si nombreux, énormément de commentaires. C'est une émission qui a fait parler. Passez une excellente journée. On se retrouve samedi prochain, même endroit, même heure. Allez, salut, ciao.